Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de vous faire une présentation dynamique. 1 heure, ce sera le maximum, peut-être 1h15, selon l'interaction. Et puis peut-être qu'on va finir avec quelques questions. Alors, grande ironie du sort pour moi, c'est ma deuxième présentation en français, alors que ma langue maternelle est le français. Et c'est la deuxième présentation en France. Donc j'espère que ça continuera. Mon vocabulaire technique, professionnel, c'est un vocabulaire qui est allemand, voire anglais. Donc c'est clair, c'est une toute autre approche. L'allemand, c'est structuré. Je veux dire, ça imprègne. Hein. Tout l'apprentissage du graphisme sous la langue rationnelle, germanique, c'est une autre approche. Peu importe, c'est pas une présentation de linguistique. Mais pour pas faillir et trahir cette langue maternelle au niveau du métier, je vous ai choisi un texte écrit par Wolfgang Weingart en 1969. Au moment où il rentre en fait dans l'école de Bâle comme professeur, c'est l'école où moi j'ai fait mes études au début des années 90. Et ce texte, je le trouve clé pour plusieurs raisons. Donc je vais vous le lire et vous le traduire. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, kann ich nicht einfach eine Dokumentation meiner gedruckten Arbeit sein. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, ça ne peut pas être seulement une documentation d'un travail imprimé. Sie könnten missverstanden werden. Sie könnten einfach für schöne oder interessante oder nicht schöne oder nicht interessante Bilder gehalten werden. Donc le travail peut être mal perçu. Il peut être perçu comme beau et intéressant, de même qu'il peut être perçu comme pas beau et pas intéressant. Ich muss Ihnen, glaube ich, diese Bilder ein bisschen erläutern. Und das heißt, Sie über meine Person und meine Gedanken informieren und Ihnen die Entstehung einiger Arbeiten an Ihren Entwürfen zeigen. Donc il faut que je vous parle de ma personne et que je vous informe. Le mot informe, c'est très important. Il faut que je vous informe du processus et de la mise en forme de ces travaux, plus que la Finalität. Sehen Sie also diese Bilder in Zusammenhang mit Ihrer Erläuterung und die Erläuterung in Zusammenhang mit den Bildern. Regardez ces images. Donc, images, il parle de typographie, on est bien d'accord. Donc, regardez ces images en relation avec son explication et l'explication en relation avec l'image. Ce texte, pour moi, il est central parce il y a 2 aspects qui me... Bon, mis à part que c'était mon professeur pendant mes études, donc c'est quelqu'un qui a marqué aussi mon apprentissage. C'est quelqu'un qui manifeste une position de graphisme fin des années 60, dans une période fin du encore modernisme, mais où le graphiste est un homme au service d'un contenu, et il manifeste le développement d'un projet, il manifeste sa personnalité, et il se positionne en vraiment en contrepoint avec la réalité du moment. Donc ça, c'est la première chose qui pour moi est centrale. Et la deuxième partie, c'est que c'est un rapport au texte et à l'écriture qui est foncièrement différent. C'est-à-dire que c'est une époque où la lettre a un poids, c'est en plomb, et le texte est un produit. C'est le résultat de l'impression. Et bon... Ça se sait peut-être, mais si on l'oublie, c'est intéressant de comprendre que le texte en forme d'un produit, c'est pas la même chose qu'un texte digital. Et je pense que cette vision, elle est extrêmement importante dans mon travail aujourd'hui, où la lettre et le texte, alors peut-être plus dans des méthodes d'impression traditionnelles, mais reste
le moyen de communication primaire. Mon bureau est une petite structure. La raison simple, c'est pour éviter le plus possible des intermédiaires administratifs. Donc, petite structure, grand projet. Ça, c'est la devise. Et ça marche. C'est faisable. Mon bureau se nomme un cabinet typographique. Alors, je sais, c'est extrêmement compliqué à prononcer. C'est ennuyeux. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas très bien. La raison, elle est assez simple. C'est que j'ai commencé en début ou fin des années 90, après mes écoles, mon apprentissage de graphiste à l'école de Bâle. Je suis parti à Londres faire un apprentissage ou un stage de dessinateur de caractères. Et donc, il faut bien comprendre le décalage. Donc, ça fait en gros 16, 17, 18 ans. Donc, c'est vraiment le premier, c'est l'apogée de la digitalisation des polices de caractères. Les premiers programmes sont encore très marginaux. Et les premiers petits bureaux apparaissent, donc, dont un Dalton Mag à Londres, chez qui j'ai travaillé. Et c'était pour moi une énorme chance d'être à la fois au sein du dessin de la lettre, vraiment avec quelqu'un qui avait travaillé pour Monotype, donc il y avait aussi une culture de la lettre en termes d'un matériel, du plomb, et qui était en train de se préparer à tout ce qui se passe aujourd'hui avec le grand essor de la digitalisation et du marché de la typographie. Heureusement, voilà. Donc c'est une époque qui est assez importante, qui est assez cruciale, et du fait de travailler avec la lettre à même le dessin, bon, je dis pour moi ça paraît peut-être logique, mais je sais pas, il en est sort que le texte vient avec. Première chose qu'on fait quand on fait une fonte, on écrit un texte pour regarder sa couleur, sa texture, sa structure, son dynamisme, sa couleur, sa lumière, son ombre. Donc, je me suis mis à faire des livres. Aujourd'hui, je travaille, comme l'a dit Olivier, principalement pour des architectes dans l'édition. C'est 80% de mon travail. Pour certaines institutions culturelles aussi. Et l'autre partie de mon travail, c'est des identités visuelles. Jusqu'à présent, en majorité, de nouveau pour des institutions culturelles qui permettent peut-être un travail un peu plus expérimental qu'avec des clients purement commerciaux. Cette présentation sera entrecoupée d'images de livres qui ont parcouru mon adolescence, surtout mon adolescence, voilà. Donc c'est des livres qui ont peut-être des liens des fois directs, des fois moins. Ça c'est un premier exemple d'une série de livres dont j'étais addict. Voilà. Ça c'est l'introduction. Donc, design éditorial, c'est le titre de la présentation. Je vais vous présenter 3 livres, 2 identités visuelles, un workshop et un tout nouveau projet que je viens de finir il y a 2 semaines. Et le premier projet que je vais vous montrer, c'est un catalogue d'exposition. C'est juste 3 dias de ce projet, mais c'est le premier livre en somme que j'ai fait. À l'époque, je travaillais pour Muller & Hess, un bureau à Bâle. Et ce travail, il est extrêmement important parce qu'il fait l'amorce d'une recherche éditoriale qui va se présenter durant toute la présentation, qui va être visible dans la présentation. C'est-à-dire que en partant de la lettre, en travaillant le texte, je m'intéresse à comment éditer le contenu, comment le structurer, réfléchir à des stratégies éditoriales. Le design éditorial, c'est plus un brand. Moi, je le définis comme un brand, mais en dessous de la compréhension de ce terme, il y a tout ce qui est en rapport avec l'édition du texte, qui aujourd'hui est extrêmement questionné. Et à mon avis, on doit réfléchir à comment rééditer le texte. Donc ce livre, il y a un aspect qui est assez primordial. Il a été fait donc fin des années 90, à peu près il y a 15 ans. L'image est utilisée comme une lettre. Et ça, ça paraît peut-être tout bête à dire comme ça, mais donc effectivement, l'image suit le flux du texte, et on peut voir tout de suite dans ce premier dia qu'en fait, chaque double page génère un autre graphisme ou un autre layout. C'est un layout qui est, aujourd'hui, on dit paramétré,
mais il y a rien qui est paramétré, il n'y a pas de script derrière. C'est le contenu qui génère le design. Ça, c'est un des premiers aspects qui est extrêmement important. Et le deuxième aspect qui est important, c'est qu'en gros, ce livre, il se divise en deux parties. Une première partie qui est une trentaine ou vingtaine d'essais, avec une diversité d'images de bonne et de mauvaise qualité, et qui se finit par une partie que je nomme lexicale, où ces images sont présentées en plus grand format, avec, du coup, vu qu'il y a l'absence du texte, la possibilité d'écrire une légende, un texte. Donc, du coup, je lui donne ce caractère lexical. Donc, déjà, on peut voir ici que c'est un livre qui a, en gros, pour le même contenu, deux approches, deux visions, deux lunettes, de lumière. Je peux commencer par la fin du livre, m'intéresser aux images et me relier ou me faire projeter dans l'essai en question, ou je peux lire le texte, découvrir une petite image qui est presque, je sais pas, qui est l'ordre de la grandeur d'un timbre, et me faire projeter dans la partie intérieure du livre. Donc il y a l'idée d'une interaction qui est aujourd'hui common sense pour tout le monde, mais il y a 15 ans, c'était une façon éditoriale de gérer d'un côté une diversité d'images plus une diversité de textes extrêmement ingénieuse, parce que ça permettait de se concentrer sur ou la lecture ou le regard de l'image. Et ça, c'est une idée qui parcourt à peu près tous les projets que je vais vous présenter maintenant. Le premier projet de plus grande envergure, c'est l'identité visuelle pour le théâtre de Bâle, qui était prévu d'être fait pour 2012 jusqu'à 2015. Donc, moi, je l'ai fait 2012, ils m'ont viré à la fin de... Donc, j'ai fait une année. Et je vais vous présenter cette année et vous expliquer aussi pour la raison pour laquelle ils m'ont... ils ont critiqué ce travail. On pourra peut-être en parler à la fin de la séance. Donc, le théâtre. Donc, ils m'ont contacté, c'était fin 2011. Et le problème majeur du théâtre, bon, ce diagramme exprime peut-être pas bien cette idée, mais le problème majeur, c'est qu'il avait perdu son identité visuelle. C'est simple. Il était invisible dans la ville. La raison était qu'il y a eu des designers, en l'occurrence Muller et Hess, qui 5 ans avant avaient développé une identité visuelle. Cette identité visuelle a été rachetée par le théâtre, qui en interne produisent et contrôlent eux-mêmes l'image. Donc, que se passe-t-il? Ça part en salade et plus rien n'est reconnaissable. On peut en parler plus tard aussi de ce phénomène. Donc, premier brief qu'ils me disent, replace le théâtre dans la ville. Donc, moi, j'ai élaboré des diagrammes qui faisaient partie de la première présentation que j'ai eue avec eux, où j'ai, de façon assez pragmatique, ou assez rationnel, essayer de diviser les différents médias et acteurs de cette communication, qui est au centre du théâtre et quelles sont les possibilités et les médias spécifiques pour ces différents acteurs. Et ça, je pense, c'est assez central et ça réfère déjà à ce premier travail que je viens vous montrer où la lecture est toujours spécifique. Ça, c'est extrêmement important. L'œil, au final, est capable de faire la netteté au maximum sur 8 lettres. Donc, vous pouvez avoir un contenu extrêmement divers sur une page, l'œil va toujours être extrêmement spécifique. Et alors peut-être c'est un processus qui est propre à la lecture, mais du coup de séparer le contenu de son média, ça permet une structure un peu plus claire. Donc c'était la première analyse que j'aurais faite en leur proposant plusieurs médias selon les interactions, selon les nécessités, s'il y a l'acteur qui rentre en jeu, s'il y a par exemple le texte des pièces de théâtre, s'il y a les informations dramaturgique sur une pièce de théâtre, genre la lumière s'éteint, Bob rentre en scène, Marie se coupe un doigt. Donc les informations dramaturgiques qui sont toujours absentes du théâtre. Et l'autre partie qui est toute la partie informative, programme, radio, diffusion des pièces. Donc il y avait déjà 4 groupes. L'idée principale, c'est de ramener le théâtre dans la ville. Le problème, c'est pas un problème, mais l'héritage du théâtre de Bâle, c'est un héritage graphique qui commence au début des années 60 avec Müller-Brockmann, avec des gens qui ont créé déjà un impact visuel extrêmement fort. Donc, il fallait se détacher de cet héritage qui, pour moi, était présent vu que j'ai fait mes études dans cette ville. Mais en même temps, je me suis intéressé à une autre personnalité qui est Karl Gerstner. Et ça, c'est un des projets, je pense, qui est un des plus beaux projets qu'il a fait, mais qui est un projet très, très simple, où il y a eu
une intention dans ce projet qui est de nouveau à l'encontre de toute idée des années 60 où on était à la promotion de la grille, on était à la promotion qu'un texte, une image se façonne sur le layout de la page et pas l'inverse. Ce qui aujourd'hui est logique. Aujourd'hui, c'est d'abord le format de l'image qui va dessiner le layout et pas l'inverse. Et ce projet-là, ce qui est très très beau, c'est que du coup, il propose une diversité de formats pour le même contenu avec une différente composition. Et du coup, cette boîte qui est graphique, mais qui est évidemment métaphorique, s'adapte à, en gros, le papier à lettres, l'annonce dans le journal, une affiche, un flyer à différents formats. Sur cette idée de flexibilité, j'ai essayé d'appuyer mon concept avec, à la base, une carte blanche. Le directeur m'a dit, bon, tu peux faire ce que tu veux, on est dans la merde. La seule chose que tu dois vraiment respecter, c'est notre logo qu'on voit en bas, là. Le concept avant, c'est un concept couleur. Il y avait une couleur pour chacune des départements du théâtre, qui est entre autres une des complexités de ce projet. C'est vrai qu'il y a 3 départements, tous évidemment plus importants l'un que l'autre. Donc vous imaginez ensuite les conflits internes d'une institution pareille où tout le monde est évidemment un grand créateur et veut exprimer ses envies. Voilà. Et ce que j'ai proposé au directeur, c'est en fait une idée vraiment simple. C'est de dire, au lieu d'écrire en horizontal, on écrit en vertical. Et on écrit toujours à l'extrémité de l'espace, à l'extrémité du format. Et c'est une idée vraiment basique et c'est vraiment la première présentation qu'on a eue. Et j'ai montré, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Selon le format, la scène s'adapte. La scène, premièrement, est rendue visible et deuxièmement, s'adapte. Donc je peux, en gros, avec n'importe quel format, garder toujours la même proportion du logo et la même composition typographique de cette information. Et ça a changé toute l'identité. En gros, peu importe ce qui se passe sur la scène, aujourd'hui je fais plus de travail, c'est d'autres graphistes en interne, donc quand je me promène dans la ville, je suis toujours confronté avec d'autres visuels. Il y a une chose qui fonctionne, l'identité visuelle est plus que visible, avec ce simple principe de garder la composition verticale. Donc, sur cette première présentation où le directeur me dit « Ah, c'est génial, vas-y comme ça », moi je rentre au bureau et je me dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où sont les acteurs? Où est la scénographie? Qui sont les images? Comment produire ce contenu ?» En sachant évidemment qu'il y a un contenu qui allait être livré, mais il y avait encore une iconographie à mettre en place. Et dans la deuxième présentation, je leur ai en fait un espèce de manifeste en leur disant que pour moi, de mes connaissances du théâtre, c'est d'abord l'écrit. Et si on compare peut-être le théâtre avec la typographie, on peut dire le théâtre lui-même, la pièce, c'est l'écrit. L'interprétation que l'acteur fait sur pièce, c'est la lecture du texte. Et la finalité, c'est le show qui se passe sur la scène. Donc en gros, l'image, c'est qu'une documentation de ce qui est joué en live. Donc pourquoi faire une image? Autant rester avec un matériel abstrait et miser sur l'interprétation du lecteur. Donc en gros, j'aurais présenté un concept sans image, en leur disant, nos acteurs, c'est la typographie, c'est la lettre. Et ça, c'est un premier aspect qui paraît peut-être un peu difficile à imaginer, mais en réalité, ça a permis de résoudre à peu près tous les problèmes. Parce que un des premiers difficultés du théâtre, c'est la masse de contenu à gérer et à écrire dans les différents formats. Donc on s'est basé sur une écriture qui est de l'ordre monotype, c'est-à-dire qui a la même chasse pour chaque lettre, pour juste accentuer l'aspect de l'écrit. On l'a transformé en lui donnant plus de contraste par rapport au logo. C'était comme 2 grilles différents. Et là, vous voyez, juste, bon, je rentre pas en détail, parce qu'on va parler d'autres choses. Mais en gros, il y avait 3 familles, donc une famille en roman, une famille bold et une famille que moi je nomme graphique, donc où le souligné est déjà partie de la typographie. Ce projet, j'ai développé avec Johan Minet, qui est un très très bon typographe, qui est aujourd'hui à Paris. C'est une très bonne collaboration. Et suivant l'idée d'avoir des acteurs qui sont des lettres, il me fallait une scénographie, il me fallait des accessoires. Et j'ai commencé à développer une espèce de famille de flèches, je dirais, qui s'est avérée d'être
finalement une espèce de signalétique. Donc on peut voir que toutes ces différentes flèches ont différentes hiérarchies et me permettent au final d'organiser le texte. Ça, c'est une série d'une 30aine d'annonces pour le journal et qui se présentent comme ça, une fois placées dans la réalité typographique du Daily News. Donc on voit que, en fait, avec très très peu de moyens, le logo est extrêmement visible, dessine un univers dessine un espace qui est complètement fermé, dans lequel je peux gérer l'information. Donc avec très peu de moyens, finalement, on a réussi à mettre en place une visibilité extrêmement forte. Et je me rappelle, on a commencé ce travail en imprimant ces petites annonces, et c'était du coup un succès. Et l'image que vous voyez à gauche, c'est la publicité du Charles Lager, qui, dans une deuxième étape d'annonce, ont vu notre annonce et ont retourné leur box texte pour, je sais pas, peut-être gagner plus de présence, même s'ils sont rouges, hein. Mais finalement, c'est quand même à gauche qu'on regarde. Voilà, un autre exemple dans un format allongé. Donc là, vous allez voir en fait les différents formats et leurs spécificités médiatiques. Ça, c'est les petites affiches. Donc moi, je les ai comparées à des manchettes. Et là, on a travaillé avec le texte de la pièce de théâtre. Comme vous avez vu dans le premier diagramme, dans une première partie, qui est l'espace scénique en haut, et l'espace qui est sous cet espace scénique, c'est en gros les informations techniques. Et sur ce même principe, on a créé ou on a pu écrire ou composer toutes les pièces, tous les contenus différents. Voilà, les affiches format mondial, qui est le prochain format, sont légèrement différents, dans le sens c'est toujours encore du matériel typographique comme matériel éditorial. Seulement, il n'y a plus de mise en scène du texte, c'est uniquement un listing, c'est uniquement une liste d'informations. Par contre, avec l'intérêt de tout à coup mettre le théâtre comme affiche ou comme média, presque comme une scène à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que ces flèches, pour moi, c'est une signalétique, mais c'est une signalétique qui se veut d'être scénique. Donc du coup, le spectateur, le passant devient presque partie prenante du contenu qui est projeté sur l'affiche. Et c'était assez fort parce que les premières affiches qui ont été mises comme ça en ville, il y a vraiment eu des gens qui sont restés devant l'affiche, genre plus de 3 minutes, ce qui est absolument ce qui se passe, ce qui n'arrive à peu près jamais, et on commence à lire ces textes. Et moi j'ai vu des enfants, j'ai vu des vieilles personnes qui étaient vraiment devant ces affiches en train de lire. Et pour moi c'était la réussite en termes de visibilité, d'image, et aussi d'interaction entre une signalétique et l'usager ou le citoyen de la ville. Et c'était finalement le brief que me demandait le théâtre. Donc, à partir de ce moment-là, le projet est un succès. Il est visible. Les problèmes commencent plus tard. Il y a une deuxième partie du projet qui est le média du journal. Donc, le théâtre de Bâle a les moyens de se produire une fois par mois un journal qui présente les premières des différents départements. Et pour ce produit, on a eu une autre approche. On a dit, bon, si c'est un journal, il y a forcément nécessité d'avoir de l'image. Et là, j'ai opté pour travailler avec une seule personne, avoir un seul regard photographique, mais que ce regard photographique génère plusieurs styles ou langages d'image. Et ça, finalement, je pense que ça a assez bien fonctionné. Donc, il y avait une seule personne, c'est aussi pour des raisons économiques, qui a produit aussi bien de l'image documentaire, de l'image mise en scène ou l'image scénique que des natures mortes. Donc, il y avait en gros 3 palettes différentes d'objets qui ont créé une diversité, qui ont créé une espèce d'une fausse réalité journalistique. On peut voir la page de titre de droite, où ça pourrait être une page d'un journal quotidien normal. Mais on a essayé de mettre en scène ce média dans une réalité théâtrale. Alors moi, je continue de penser que c'est un des plus beaux produits du théâtre, où on a aussi juste composé les doubles pages avec ces différents langages photographiques selon les pièces. Ça, c'est peut-être un bon exemple. Tout à coup, on a cherché aussi des dialogues entre les différentes images. Voilà, il y avait une espèce d'interaction entre le niveau de lecture de l'image et le niveau de lecture du texte. Le troisième objet
c'est ce qui s'appelle le saison Vorschau, la présentation de la, je sais pas comment on se dit, saison, de la saison. Et là, c'était le premier qu'on a fait, et le dernier. Moi, je pensais que je pensais un des meilleurs livres que le théâtre a eu. Et la difficulté, c'est que en gros, le directeur du théâtre, bon, ça c'est vraiment le back office que je vous raconte, mais le directeur du théâtre avait en somme, un contrat avec un commissaire qui est Hans-Ulrich Obrist, donc un des commissaires le plus important sur la scène, qui lui proposait un artiste pour collaborer à ce livre. Donc à la base, une très bonne idée de mettre en interaction ces deux choses. Seulement, sous le terme éditorial, sous le terme de conception du livre, ça crée rapidement un problème d'édition. Comment intégrer un matériel qui est produit par quelqu'un, je dis pas qu'il est bien ou qu'il est mal, mais seulement qui est produit par quelqu'un d'extérieur, le mettre en relation avec le théâtre, avec son contenu, avec la réalité scénographique et juste programmatique du théâtre. Et pour moi, c'est un peu une question. Les exemples qu'ils avaient fait jusqu'à présent, je trouvais bien en termes de matériel produit, mais je trouvais difficile en termes d'édition. Donc on a eu un peu des discussions et finalement, il y a un artiste qui est apparu qui est Edouard Fornilies, Ed, qui habite à Londres et qui a proposé un projet qui était très intéressant. Il a dit, bon, il va faire un Facebook sitcom. En gros, il a créé un propre Facebook pendant une durée de temps déterminée, 3 semaines, où il a demandé à des acteurs du théâtre de s'impliquer dans une fiction. Donc, ces personnes ont un autre nom sur Facebook et participent à une fiction autour du théâtre. Et cet artiste animait, proposait des choses à l'intérieur de cette discussion. Il avait aussi un rôle. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 semaines, un matériel éditorial a été produit, texte, image. Après ces 3 semaines, il a récupéré ce matériel et on a fait une propre fiction, une histoire qui en gros parle de la fin du théâtre, du nouveau théâtre et qui met tout le théâtre en abîme d'une façon assez chaotique, mais en utilisant tous les codes propres à un sitcom. Donc en gros, le livre s'est présenté avec 2 panels. La page de gauche était le panel qui se référait à cette histoire sitcom, et la page de droite était la partie, ou toutes les pages de droite, toute la partie purement informative, programmatique du théâtre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, on avait dans le même format éditorial 2 temporalités complètement différentes. Une qui dure 1 année et l'autre qui dure 3 semaines. Et je me suis dit au début du livre, en parlant avec le directeur, qu'en gros, c'était impossible de mettre en page toute la partie Facebook, qui est une espèce de layout qui se suit comme ça. Donc, on le commence à la première page et on l'arrête quand il s'arrête. Et je lui ai dit, on peut pas prévoir ou pré-planifier combien de pages ça va générer et surtout, est-ce qu'on va s'arrêter en même temps que le théâtre? C'est la grande question. Lequel sera le premier fini? Le premier fini, crée des pages blanches. Hein. Donc on s'est décidé sur 200 pages et on a commencé le layout et on est arrivé effectivement à un layout plus long pour la partie Facebook. Ce qui est intéressant dans cette structure éditoriale, c'est de mettre en confrontation de nouveau 2 regards complètement différents. Et c'est là où les problèmes ont commencé avec mon travail. C'est-à-dire qu'à peu près tous les spectateurs, clients du théâtre de Bâle ont vraiment critiqué ce projet en disant que c'était absolument incompréhensible parce que tout le monde a mis en lien la page de gauche avec la page de droite. Ce qui est normal. Mais pourtant, c'est écrit et quand même censuré au milieu dans la reliure avec cette bande noire et on se rend bien compte que c'est quand même 2 contenus différents. Donc il y a eu des espèces de déclats, mais vraiment avec des lettres. J'ai reçu des lettres d'injures en me disant que c'est impossible de concevoir le théâtre en face d'une fiction qui n'a absolument aucun lien avec la réalité. J'ai dit, bon, mais c'est une fiction, c'est pas la réalité. Sans compter que toutes les personnes impliqués dans ce projet, qui sont des acteurs réels du théâtre, se sont tout à coup trouvés représentés, alors qu'ils avaient un faux nom et une fausse image, ont écrit des mails, genre un jour avant l'impression, pour dire non, mais c'est impossible, ils doivent tout de suite se retirer de ce projet, parce qu'ils ont dit des choses qui sont contre la direction. Donc il y a une espèce de friction. Et moi, peu importe, mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est à quel point
la fiction est devenue réelle et, et à quel point la partie programmatique du théâtre est devenue complètement anodine. Et c'est peut-être pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai eu des problèmes par la suite. N'empêche que ça produit des accidents, ça produit des surprises, ça produit une dramaturgie qui est pas contrôlée. Donc on peut dire c'est un design qu'on peut dire quasiment paramétrique. En gros, on pourrait, je pense, écrire un script pour le faire. Moi, je sais pas écrire des scripts, mais peu importe. Mais au niveau systématique, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est la partie où le théâtre s'arrête. Et voilà. Ok, le prochain projet, je pense que vous avez tous entendu parler, on m'a déjà demandé aujourd'hui dans le magasin de livres à côté là si j'avais des exemplaires qui me restaient. Je crois qu'on reçoit à peu près une fois par semaine un téléphone qui vient de l'Inde, de la Chine, pour demander ici encore une copie de ce livre. Donc, je pense que c'est un livre qui est pas mal. Non, j'ai choisi ce livre parce qu'il y a de nouveau un aspect qui est absolument central, qui fait un lien avec le projet du théâtre et le premier projet que je vous ai montré, où la structure éditoriale devient plus seulement une structure en termes de séquence, mais devient une structure en termes de façonnage. Le produit traduit la structure éditoriale. Et je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence. Le contexte de ce projet, c'est l'université d'architecture, l'EPFL à Lausanne, qui chaque année, où chaque professeur chaque année en général essaie de publier le travail des étudiants. Cette chaire est sous Harry Guger, un ancien partenaire de Herzog de Meuron, qui me contacte et me dit, en venant me rendre visite, regarde, ça c'est ma table de matière et j'aimerais bien qu'on fasse un livre ensemble. Donc la table de matière fait 3 pages et ça nous a pris à peu près 2 jours à bien comprendre le contenu. Et pourquoi j'insiste sur ce moment-là, c'est-à-dire que tout s'est joué dans cette journée où on s'est rencontrés, on a regardé ces tables de matière, parce qu'en gros, on a compris que ce qu'il voulait, c'était mettre en avant sa méthode d'enseignement et en second plan, évidemment, le travail des étudiants. Mais l'un et l'autre vont de pair. Donc, comment combiner la présentation d'étudiants, qui est en général un travail compliqué parce que les formats sont différents, et la méthode, qui peut être complètement différente. Donc, en faisant une analyse assez poussée pendant, je crois, 2 journées, on a découvert qu'en fait, le projet est toujours sur la même structure, qu'il y a une première partie qui est une partie de découverte, où le professeur Harry Guger propose un lieu, en l'occurrence c'est le Barentszee, où les étudiants sont amenés à faire des recherches géologiques, politiques, géographiques, architecturales, pour comprendre le lieu. Une deuxième partie du projet qui se veut d'être en voyage dans ce lieu, pour faire une expérience physique. Et la dernière partie du projet, la dernière page, qui est les projets des étudiants. Donc sur cette synthèse, et ça c'est vraiment comme ça que le projet s'est développé, sur cette analyse en gros de la table des matières. Donc si vous faites un livre, première chose à demander, c'est la table des matières, même s'il est inexistante. On a décidé de façonner le livre avec un registre qui met tout de suite en avant cette structure. Donc en gros, la première page du livre, on comprend déjà la table des matières et ça nous évite d'avoir justement une table des matières. Donc la structure devient physique. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour ce livre. Ça en fait la différence. Donc du coup, d'avoir 3 parties complètement différentes, ça permet aussi 3 approches en termes de design et en termes de concept éditorial différents. Donc là, on voit les 3 pages de titres qui sont toutes les mêmes parce qu'on parle du même lieu, mais qui sont en termes de contenu différents. La première, c'est donc cet esprit analytique qui s'est transformé en un atlas avec 5 sous-chapitres. La deuxième partie qui est le voyage, le trip, où on voit exactement quel trajet ils ont fait. Et la dernière partie qui est les projets des étudiants, qui est sous forme de listing qu'on peut répertorier et aller lire. Voilà. Donc ensuite, je me suis trouvé, en commençant le livre, en disant, attaquons le premier chapitre, vu que c'est le premier semestre. On s'est retrouvé avec, je crois, 2 disques durs de 10 terabytes d'illustrations
analytique, géographique sur Barents Sea. Et évidemment, pour moi, le premier, mais c'était attendu, c'est que le langage visuel est sans aucune direction artistique. Donc, comment intégrer ce matériel-là dans notre livre? Moi, j'ai fait référence à je pense, le plus beau atlas, qui s'appelle Atlas mondial, de Herbert Bayer, un ancien, vous connaissez tous, prof au Bauhaus, où on l'a pris comme référence, pas pour faire le même livre, mais juste pour comprendre pourquoi ce livre fonctionne. On a fait trois études, dont une, premier aspect, la couleur. Ces différents projets, ces différentes illustrations, matériel visuel fonctionnent ensemble parce que la couleur est à chaque fois extrêmement spécifique. Ça, c'est dû à la technique d'impression. Donc là, on le voit un peu mieux. Chaque analyse ou regard ou information sur les datas ont une propre couleur. Donc sur cette base, on a développé un concept en fait où chaque sous-chapitre de cet atlas a une couleur propre. Et ça nous a permis en fait avec très peu de moyens de redesigner tous les graphiques. Donc là, on voit avant-après. Une des décisions qui a été faite déjà basique, c'est de dire que la mer, c'est un élément solide et c'est pas un élément vide, ce qui est souvent le cas dans les cartes géographiques, et de travailler avec toujours la même épaisseur de ligne et avoir ces mêmes couleurs pour chacun des sous-chapitres, plus une couleur qui est la même pour tous les chapitres, qui est une couleur qui permet de mettre en valeur certaines parties du graphisme. Donc là, on voit des essais d'impression. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes pour un travail pareil où le papier, la qualité d'impression, la qualité de la couleur joue un très grand rôle, surtout qu'on a tout traduit ensuite en quadrichromie, donc il n'y a aucune pantone. Il fallait ajuster finement pour que ça sorte bien. Ça, c'est peut-être un des livres qui m'a le plus marqué dans mon enfance, Little Nemo. Et pour une simple et bonne raison, c'est la densité. Et vous connaissez, donc c'est une histoire dans le back cover du New York Times, une fois par semaine, je crois. Et je pense qu'il n'y a aucune histoire qui est racontée avec une telle densité que dans ce comic strip. C'est absolument aberrant. Et je pense mais de toute façon, la typographie du journal de cette époque-là était composée en 7 points, maximum 8 points. Aujourd'hui, on est à 10 points. Même si on dit on va peut-être 9 points et demi, c'est déjà trop petit, pas lisible. Le rapport de l'échelle, la densité, je pense, a complètement changé. La deuxième partie très importante pour ce projet, c'est la texture du papier, pour essayer d'enlever complètement l'aspect digital du tracé. Et peut-être avec cette image, on se rend bien compte que la texture transforme tout à coup donne une autre qualité. Là, on voit avant et après. Voilà. La deuxième partie de l'analyse de cet atlas, c'est de comprendre que l'espace blanc est en fait l'espace le plus important pour mettre en place des langages aussi divers. Tout simplement pour que l'expression du graphisme puisse être lisible. Donc on a développé un miroir qui est de nouveau extrêmement basique, qui est juste un tronc central. Moi j'ai défini aujourd'hui plus comme une zone que comme une grille, c'est une zone. Donc de la zone on peut en sortir, se perdre, mais on peut aussi atterrir dans les parties marginales. Il y a des colonnes marginales pour ce faire. Voilà. Donc avec cette grille ou cette zone basique, on a commencé à mettre en page le matériel. On s'est assez vite rendu compte qu'en fait, d'avoir designé le graphisme, ça n'implique pas que le layout se fait automatiquement. Et on s'est rendu compte qu'il fallait à nouveau transformer ces graphismes, les mettre, ou ces maps, les mettre à bord franc, bien correspondre leurs différentes échelles entre elles, pour que la narration à l'intérieur de l'atlas soit lisible, que ce soit plus simplement une addition, mais que ce soit une séquence. On va le voir maintenant, voilà. On a mélangé photographie, texte, parcours. Là, on se rend compte de l'influence de la zone, le rôle que ça peut jouer sans être complètement statique. Ça, c'est la partie ADN, c'est la partie typographique, avec une fonte dessinée par François Rappeau, où on a développé pour ce livre, en fait, 4 hiérarchies, avec une seule coupe, 2 coupes, bold et roman.
Et ça nous a permis de mettre en page après toutes les informations. Donc il y a une réduction en termes de moyens, une économie typographique. Voilà. La deuxième partie du livre, c'est la partie du voyage. Là, on voit tout de suite que le layout explose complètement. Donc, on se trouve dans une partie qui est purement image. Et pour faire référence au lieu qui est quand même le pôle Nord où la lumière, c'est l'ennemi ou l'ami principal. Je sais pas comment expliquer ça. C'est que la moitié du temps, il fait nuit ou il fait jour. Et on a décidé d'éditer les images simplement de noir à foncé. Donc, j'ai aussi de nouveau reçu, je sais pas combien de mégabytes, terabytes d'images. Et c'est évidemment impossible de les éditer de façon chronologique, de façon géographique, et même en suivant leur séquence ou dramaturgie de voyage. C'était tellement compliqué. Donc, du coup, de les éditer sous une forme, sous leur langage ou leur couleur, leur température de lumière, ça permettait de faire le travail à peu près en 3 fois moins de temps. Et ça a permis ensuite d'avoir aussi des confrontations d'images qui n'ont peut-être rien à voir ensemble. Donc on passe du noir et on finit en gros dans le blanc. Voilà. Cette partie se termine avec 2-3 extraits de blog où l'expérience physique devient centrale par rapport à un premier chapitre qui est purement analytique. Le dernier chapitre qui est le projet des étudiants, c'est le mélange des 2 premiers chapitres, la partie qui est Atlas, avec cette même grille, cette même façon de travailler le matériel, seulement noir-blanc, et la partie photographique, et la juxtaposition, le mélange de ces deux, le mélange de l'analyse plus du voyage, crée le projet de l'étudiant. Donc c'est pour ça que pour ce professeur, Harry Guger, c'était vraiment le succès du livre finalement, qui mettait à la fois le travail et la méthode en avant. Le livre est entouré par une carte maritime, voilà, que j'ai fait avec Siri Barman. Ok, le prochain projet que je vais vous présenter, c'est un livre d'architecture de nouveau. C'est une monographie pour 2 architectes bâlois, qui sont peut-être aujourd'hui les architectes contemporains les plus importants, un des de bureaux d'architecture les plus importants en Suisse. Et ce projet, il était extrêmement long. Je crois qu'il a duré quasiment 2 ans, 1 année et demie, avec un budget assez lourd. Et je pense qu'une des difficultés primaires de ce projet, c'était l'incapacité pour l'architecte de mettre ou de comprendre le statut du matériel visuel qu'il produit. Parce que, évidemment, mais ça, c'est clair, mais il produit de l'esquisse, il produit du rendering, il produit des maquettes, il produit des photographies de ces maquettes, il produit des collages de photographies de maquettes dans des images qui sont réelles, mais qui restent quand même des images. Donc, il y a une espèce de méli-mélo de médias qui sont intéressants, mais seulement en termes d'édition, qui créent des malentendus, qui sont fréquents. On a mis sur la table les dernières monographies des 5 dernières années pour savoir où est-ce qu'on voulait aller. Et il s'est avéré que le plus grand problème, c'est le malentendu entre réalité et non-réalité, entre construit et non construit. C'est qu'aujourd'hui, un rendering a l'air tout aussi bien qu'une photo du bâtiment final. Donc, un des premiers rendez-vous, je suis venu avec une espèce de manifeste éditorial. J'aurais dit, première chose, on va faire la différence entre ce qui est construit et ce qui ne l'est pas construit. Et on va faire une différence entre les textes qui sont reliés à votre bureau et les textes qui sont reliés au projet. Donc, j'ai, dès le départ, posé une espèce de, pas de grille, mais une espèce de réglementation éditoriale pour qu'on essaye d'éviter ce malentendu. Donc, ça a évidemment généré beaucoup de discussions, mais on s'est mis d'accord sur une première partie du livre qui était une partie texte, une deuxième partie qui est une partie image, une dernière partie qui est de l'ordre d'un registre, en accentuant la construction. C'est des architectes qui construisent beaucoup. Il y a aussi plusieurs styles de bureaux d'architecture, des architectes qui produisent plus la théorie, d'autres qui construisent, et ça c'est un bureau qui construit. Donc du coup, de mettre en avant l'architecture physique, c'était nécessaire pour leur bureau. Donc la première partie, c'est une partie qui est purement texte, avec 7 discussions entre un des architectes et une personne extérieure, 7 profils différents, qui en gros animent un regard critique sur leur propre architecture.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces interviews, on a créé une espèce de table des matières, qui est une table des matières complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a ressorti quelques expressions comme collision, feu, fenêtre, porte. Des mots qui sont complètement banals, des mots qui sont plus compliqués, mais ça envoie le lecteur dans un projet spécifique, voire même à une image. Donc c'est une première entrée qui est complètement aléatoire, qui est toujours en parallèle avec la lecture de ces conversations. La deuxième partie de la table des matières, c'est une partie qui est par image, chronologique, mais où là, on voit seulement le lieu du bâtiment avant la construction. Donc c'est une espèce de préface à l'architecture qui va être produite par la suite. Voilà. Et la partie principale, qui est la partie image du livre, où du coup les projets présentés, une sélection de ces projets, l'image devient le média principal. Il n'y a plus de texte, vu que le texte est en première partie du livre, même s'il n'est pas relié peut-être directement avec le projet, mais c'est une première mise en matière. La deuxième partie, c'est une partie purement photographique. Donc la première difficulté, c'est que je me suis retrouvé en face d'une archive de 15 ans. Une archive de 15 ans dans un bureau d'architecture, c'est difficile. Il y a déjà un mélange de médias complètement différents. Ça va du film, petit format, moyen format, grand format, à du digital, mauvaise qualité, qualité médiocre, bonne qualité. Il faut gérer tous ces différents paramètres qui, évidemment, en termes d'édition, sont extrêmement compliqués à produire au final. Ça, c'est la première analyse. La deuxième difficulté, c'est que l'image d'architecture, elle a un vocabulaire et un langage qui est extrêmement précis. C'est-à-dire, l'image présente l'espace, parce que c'est l'espace qui peut être habité. Je vais pas m'asseoir sur la maison, je vais m'asseoir dans l'espace. Donc il y a déjà un regard qui est comme générique. Et ça, c'est pour moi le premier choc, de voir ça. Donc on a dû faire face à une somme d'images qui représentaient et du coup qui aplatissaient l'architecture. Parce que l'angle de vision était toujours le même. Espace et regard pornographique, ça on le sait, hein, il n'y a pas de contexte. Les architectes, le contexte ne les intéresse pas. C'est seulement le zoom sur la maison. Donc moi, j'aurais proposé rapidement de changer cette vision et de leur dire, il nous manque du contexte, les alentours, il nous manque le matériel, il nous manque le détail, la lumière, les accidents, la vieillesse du bâtiment, l'habitat de l'habitant, la réalité physique de l'architecture. Et donc, ça m'a forcé à aller visiter tous les bâtiments sur 20, je crois 18, j'ai une prise logistique assez importante. Heureusement, ils ont construit qu'en Suisse, presque en Suisse. Voilà, et je suis arrivé avec des images comme celle-ci, peut-être en dialogue avec l'autre image, où je m'intéresse à un autre regard, en référence à un livre qui est très très beau de comment ça s'appelle déjà, Walter Blaser, je crois, oui. Werner Blaser, c'est un Balois. C'est une couverture de Müller-Brockmann. Et ce monsieur, c'est un architecte qui a travaillé chez Mies van der Rohe et qui s'est intéressé à l'édition et qui a entre autres, je dis pas volé, mais c'est vraiment inspiré d'une représentation des plans que Mies van der Rohe faisait où il mélangeait photographie et dessin. Il y a des exemples qui sont MoMA à New York, qui sont magnifiques. Voilà. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est pas le mélange de l'image. Ce qui m'intéressait, c'est la différenciation du regard. Que l'espace intérieur est dessiné, que l'espace extérieur est photographié. Et je pense qu'avec cette idée-là de dissocier les différentes visions, ça a créé une plus grande richesse pour le livre. Donc, du coup, ça m'a amené à produire des images comme ça, où, je sais pas, il y avait lumière, ombre, accident, échappée, reflet sur la maison, mais vieillesse en même temps, des murs, les alentours. Voilà. Et ça, c'est le mélange finalement l'édition d'une image générique et d'une image qui est plus de l'ordre de la documentation. Voilà. Pour tous les projets, j'ai effectué ce même travail. Travailler aussi sur l'absence de l'architecture, sur le détail, la matérialité, les anecdotes, les histoires. Ça, c'est une école. Finalement, on peut quand même voir des étudiants dans la cour. Ou ça, c'est un autre bâtiment à Bâle qui est en face d'un autre bâtiment construit par Michael Halder, un architecte très important pour la scène bâloise qui a enseigné au Technicum, où tout à coup sa maison se reflète dans leur maison, qui lui-même était un prof de ces deux architectes. Donc il y a des relations qui se créent,
en étant sur place, en visitant, en me confrontant juste avec ce que je vois. Voilà. Ou l'absence de l'architecture à droite. De nouveau le détail, ou même le vent, des choses qui sont presque de l'ordre de l'acoustique. Voilà. Des escaliers aveugles. Des maisons qui ont l'air d'être des ovnis. Donc ça, c'est des projets qui sont construits. Hein. Ou par exemple, ça c'est de nouveau la vision idéale en termes de langage photographique architectural, et ça c'est peut-être l'autre réalité qui barricade, censure le voisin, le regard extérieur. Bon, et par chance des fois des animaux quand même. Ok, chaque projet se finit par un plan, qui est un plan d'exécution, qui représente de nouveau un manifeste pour la construction à la fin de chaque série d'images. Toute la suite des autres projets se présente comme un registre à 3 échelles différentes. Une première échelle qui est pour les projets qui sont présentés en amont du livre. Une deuxième partie qui sont les projets d'importance mineure et les projets qui sont uniquement projets qui n'ont pas été construits, qui sont de l'ordre du concours. Et on peut voir ici que toutes ces différentes regards offrent différentes échelles, aussi bien en typographie, la fonte devient de plus en plus petite, qu'en taille d'image. Voilà, c'est encore une esquisse de la couverture. On a photographié une des maquettes qu'ils ont fait en béton avec différentes lumières. Donc là aussi, il y a un travail analogique qui était essentiel pour le livre, pour donner un aspect plus objet. Voilà. En référence à Mies van der Rohe et mon ami Vanguard. Le prochain projet, c'est un workshop. C'est un projet qui s'inscrit un peu dans un autre contexte, mais qui est intéressant parce que là aussi l'écrit finalement ou le regard éditorial est complètement générateur de tout le projet. Et j'ai été contacté par le directeur de l'Institut suisse à Milan, Salvatore Lacanina, et il me demande d'organiser une exposition de graphisme dans son espace d'exposition finalement. Et donc moi je lui dis non, c'est impossible. Ou disons, déjà je suis pas un commissaire, je suis un graphiste. Ensuite, si le graphisme doit être exposé dans un musée, alors là je trouve que ça devient difficile. Ou disons, j'espère que le graphisme est d'abord dans le lieu public. Voilà, je me suis positionné comme en étant persuadé que c'était pas possible d'exposer une affiche ou d'exposer un livre. Et on a continué de parler, mais il s'est avéré mais bon, encore une fois, ça se sait, que début du XXe siècle jusqu'à des années 50-60, tout le design italien porte en soi les premières machines en quadrille, les plus grands distributeurs de livres, des graphistes comme Max Huber, des éditeurs comme Pizzi, qui sont des gens extrêmement importants et qui ont créé une richesse éditoriale en Italie qui est très spécifique. Donc ce que j'ai proposé à cet ami, à ce commissaire, c'est d'aller rencontrer ces quelques imprimeurs qui existent encore, qui sont entre-temps devenus vieux, mais de faire des interviews avec eux et de travailler ces interviews, ces discussions comme matière première pour ce projet, en ne sachant pas encore exactement ce qu'on allait faire. Donc ça m'a pris un week-end à Milan, je les ai rencontrés, où en parallèle on a découvert aussi tout un musée sur la machine à impression. On s'est dit bon, on peut sûrement collaborer avec eux. On a transformé l'espace d'exposition en un workshop typographique. Donc là, on voit où on a placé les différentes machines. Et c'est compliqué, hein. Une machine d'impression comme ça, c'est vite 2 tonnes. Donc si vous mettez 6 machines comme ça, c'est 12 tonnes. Donc c'est pas n'importe quelle fondation qui supporte ça. Voilà, il y a un petit travail logistique à faire. Mais en gros, on s'est dit, on va faire un workshop où j'ai proposé ce projet en 2 semaines, avec une première semaine où les étudiants éditent ces interviews et une deuxième semaine où ils réagissent par rapport à ces statements que les imprimeurs font. Donc la première partie du workshop s'est faite de façon très physique, manuelle. On a imprimé, évidemment fait du design. Mais ce qui est intéressant, c'est tout à coup d'avoir tout l'espace d'exhibition qui devient un atelier. Et en gros, on pourrait dire ça pourrait être maintenant une super exposition d'affiches, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. De même que j'étais pas du tout intéressé à l'attrait nostalgique
d'imprimer à la main, qui est un travail qui est de longue durée, astreignant, compliqué, salissant. Mais c'était bien d'avoir cette réalité de pouvoir produire sur le même lieu. Voilà, donc on a produit une première série d'affiches assistée par Emmanuel Crivelli, un étudiant, très bon camarade et excellent graphiste. Et on a produit une série d'affiches qui allait être la base pour la deuxième semaine du workshop, où les étudiants allaient réagir sur ces premiers statements. Et maintenant, vous allez voir en fait la série en dualité, où on lit d'abord les statements des imprimeurs et la réaction. Donc là, c'était assez intéressant de voir juste deux générations complètement clashées, des visions, des envies, des étudiants qui ont envie de remettre en marche cette impression manuelle, analogue, alors que les éditeurs et imprimeurs étaient pas mal en désespoir. Par exemple, en disant que seulement en 2020, ça pourrait mieux se passer, mais avec d'autres statements aussi intéressants en disant que la quadrichromie était les premiers à Milan installés. La première machine quadri a été installée à Milan. Est-ce que tu parles quadri? Ça va pareil en plus. Voilà, d'autres statements qui sont quand même assez forts. Voilà, ça c'est mon préféré. Doing a book was a big thing. Buying a book will be a big thing. Et ça c'est, je l'espère. Voilà. À la fin de cette étape de 2 semaines, on a affiché tout ce matériel dans la ville. Donc déjà là, c'était fin de la nostalgie, de la belle affiche avec la belle encre, etc. Donc c'était l'hiver dans une grisaille milanaise bien connue. Et on a vraiment mis ces affiches à peu près partout dans la ville et documenté dans l'espace urbain. Et ça, c'est une partie extrêmement importante. Comment l'affiche, le dialogue imprimé et en interaction avec le public. Bon, on voit personne, il fait froid, mais se met dans un lieu public. Pour moi, c'était la partie exposition, cette partie-là. Et finalement, ces images, on les a éditées dans un livre, dans un journal, en mettant en lien avec le texte, pour finalement produire justement un journal. Et ça, c'est la phase finale du projet, où l'exposition, c'est pas les affiches originales, mais c'est l'image de l'affiche dans la ville. Et du coup, c'est un portrait de la ville. Donc, il y a eu un public complètement divers, pas du tout intéressé par le graphisme, mais beaucoup plus intéressé par l'image de Milan en janvier. Et ça m'intéresse, plus que le graphisme. Mais du coup, Domus a écrit un très très long article en parlant de cette dualité du regard et surtout comment mettre je sais pas, comment éditer d'une autre façon un interview. Voilà, le prochain projet, c'est un projet d'identité visuelle, un peu comparable à celui du théâtre en termes de complexité, c'est-à-dire beaucoup de médias différents, beaucoup de formats différents, et surtout une histoire qui est très particulière. Donc c'est le musée d'art moderne pour Varsovie, et ce musée ou l'institution du musée a été plus ou moins faite en 2007, fin 2007-2008, et très vite avec un concours à la clé un concours d'architecture pour construire ce musée que Christian Keretz a gagné, un architecte zurichois. Non, il vient des Grisons, mais il est situé à Zurich, un architecte suisse. Et du coup, depuis ce moment-là, 2008, le musée a un endroit provisoire qu'il essaye d'animer avec des expositions d'eux-mêmes provisoires. En 2008, il n'y a encore aucune collection, donc c'est le début de l'existence de ce projet, avec une réalité politique, économique qu'on n'a aucune idée, c'est-à-dire une négation totale de l'État, c'est-à-dire aucun intérêt, soutien pour ce projet. Donc, c'est-à-dire ça devient quasiment une histoire politique. C'est plus un travail de propagande, de mettre en place l'identité de ce musée, que d'un travail purement d'identité visuelle. Et d'où la complexité. Donc ma première visite à Varsovie, où j'arrive et je sors de l'avion et je vois cette signalétique dans la ville. Donc tous ceux qui sont typographes dans la salle comprendront mon intérêt pour ces lettres et toutes leurs erreurs. Donc c'est une lettre, c'est un alphabet qui a été créé avec une machine à découper
les autocollants. Donc il y a une chasse prédéfinie par lettre, donc qui a créé forcément une multitude d'imperfections. Et moi qui m'ont intéressé. Du coup, on s'est décidé pour la première phase de l'identité de ce projet de se référer à la signalétique de la ville. Le but principal de la directrice du musée, c'est de mettre l'identité du musée à même le citoyen. Donc avoir en gros pas un grand logo qui vient écraser, mais qui soit dans une idée d'un dialogue, d'une interaction, plus que d'un travail prédéfini. Et au tout début du projet, c'était pour eux évident qu'ils n'avaient pas encore le programme, donc je ne savais pas encore s'il allait falloir développer. La charte était complètement ouverte. Il n'y avait pas de charte graphique. Donc c'est un travail qui s'est fait de façon empirique, ce qui a de grands désavantages, mais aussi grand avantage, c'est qu'on peut réagir pour chaque projet de façon différente. Première étape, développer cet alphabet, essayer de tirer qualité des erreurs typographiques de toutes ces lettres, et en faire un propre alphabet. Cet alphabet est pour l'instant seulement à disposition du musée, mais je pense qu'un jour on va le mettre aussi en vente. L'intérêt de cette fonte, c'est de lui garder aussi son aspect géométrique et lui donner une stature, comme presque l'idée d'une fondation, d'une typographie qui est à l'image d'une fondation. C'est sur cette fondation qu'on va construire l'identité, en sachant pas encore s'il y aura des livres, s'il y aura du journal, s'il y aura en petit, en grand. Donc, on s'est décidé de construire quelque chose d'assez solide, d'assez noir, qui fonctionne aussi bien à plusieurs échelles. Voilà, 3 coupes, une coupe poster, une coupe standard, une coupe magazine. Maintenant, je vais vous présenter à l'intérieur de tout le programme de ce musée une partie du travail, une partie du programme qui est un festival que le musée organise qui s'appelle Varsovie en construction. C'est un titre qui est extrêmement politique, qui n'a rien à voir avec une réalité muséale, mais qui se réfère beaucoup plus à la ville. Et l'intérêt, c'est juste d'activer le plus grand public possible. Et ce festival, c'est la 5e édition qu'on le fait. Et chaque édition propose une nouvelle identité visuelle, mais chaque fois basée sur les lettres, sur l'alphabet dessiné. Donc pour la première édition, on a décidé d'utiliser la lettre comme surface de projection, avec les premières images du modèle que Christian Quérès avait fait à l'époque, comme premier document, mais aussi comme mémoire de l'histoire du musée, avec les capitales pour les espaces extérieurs, bas de case pour espace intérieur. La 2e édition, c'est une édition qui se spécifie plus sur la transformation de la ville en termes propres, c'est-à-dire vraiment tous les chantiers, l'accident dans la ville. Et pour cette édition-là, on a développé comme une extension typographique que vous allez voir, voilà, qui s'ajoute à la lettre et qui permet au texte de devenir pas seulement une information, mais de devenir une image, une texture qui devient dynamique. Ça, c'est des inserts qu'on a fait dans les métros, ou même la structure met en confrontation la réalité de la ville. Et cette identité visuelle, elle a probablement positionné le musée dans tout Varsovie de façon assez extrême, ou déjà avec une grande distribution. C'est à peu près appliqué sur toutes les surfaces publicitaires à une très très grande échelle. Donc la lettre devient presque l'extension de la ville. Le musée qui parle de la ville en construction construit lui-même par le texte son propre musée. Voilà un exemple plus technique où on a dû produire par journée 2 à 3 inserts pour un journal polonais, donc avec un espèce de chaotisme incroyable où on devait réagir à peu près en 1 heure pour créer une insert dans des formats complètement différents.
ayant cette fonte, c'est évidemment un extrême. Et donc, on pouvait vraiment produire en gros en un quart d'heure n'importe quel insert, en étant au final extrêmement visible dans le journal. Donc, il y a eu une espèce de présence comme ça visuelle dans toute la ville qui a marqué un tournant aussi pour l'existence du musée. On a continué sur cette même idée du module ou d'une fonte modulaire, toujours sur cette même fondation, cette même première typographie en développant d'autres éléments. Là, je vous montre maintenant plus des esquisses et le processus, comment on cherche ces lettres. Donc, c'est des classeurs et des classeurs. Ou pour la 3e édition, le sujet, c'était une ville à vendre, c'est le titre. Je vous le dis pas, je sais pas le polonais, hein, c'est très compliqué comme langue. Mais ça veut dire une ville à vendre. Parce que le problème à Varsovie, c'est que toutes les surfaces de publicité sont libres. C'est un marché free market. Donc, tout le monde peut acheter ce qu'il veut. Et il y a une anecdote très triste d'une grand-mère qui est morte, encerclée d'affiches sans lumière du jour. Donc, c'est vraiment assez, c'est un business assez dur. C'est comparé, je sais pas en Suisse, je sais pas comment ça se passe en France, mais c'est assez compliqué. Et ça génère aussi un espèce de chaos visuel. Moi, j'ai un cauchemar visuel. Hein. C'est difficile. Voilà, là, on se rend compte peut-être de ce que ça veut dire. Donc, du coup, l'idée, c'était l'empilement d'affiches qui, à la fois, dessinent des bâtiments ou en même temps, voilà. L'avant-dernière édition, c'est le titre profession architecte. Donc là, on a essayé de travailler avec une structure assez simple, une structure vraiment presque, je sais pas comment dire, métallique, comme ça, avec différentes textures, couleurs, cylindriques, qu'on a juste agencé autour des lettres pour essayer de créer l'ébauche d'un bâtiment, je sais pas comment dire, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Donc on voit surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'en gros, l'identité visuelle n'a pas de charte, n'a pas une ligne de conduite qui est préécrite, mais il y a un usage de la lettre, un usage de la typographie qui est à chaque fois similaire, une même thématique, une typographie qui est dynamique, une typographie qui écrit l'image elle-même. Et ça, je pense, c'est l'élément le plus reconnaissable de tout ce travail-là. On voit les différentes flyers, affiches, couvertures de livres. Voilà. Et les différentes éditions. Donc en parallèle de ça, il y a un autre travail qui est un travail pour l'image du musée, qui est juste des affiches et la publication d'un programme, du programme normal. Et ça, c'est une autre affiche pour une exposition sur leur nouvelle collection, où la lettre reste encore centrale. Ça, c'est le M qui est en gros le logo du musée, où la lettre devient à nouveau peut-être moins une surface de projection, mais plus porteuse de l'image. L'image est à l'intérieur de la lettre. Et de nouveau, essaye de créer une interaction dans la ville. Voilà. Et c'est sa dernière affiche pour une exposition qui veut dire Kovidak. Ça veut dire ce que tu vois, c'est pas ce que tu vois, mais ça veut aussi dire ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Et ça veut dire les deux. Mais c'est vrai, le polonais c'est très compliqué. Et puis donc voilà, moi je me suis retrouvé on est obligé de répéter cette même phrase parce que c'est seulement là que ça devient absurde. Voilà, ça c'est un bureau de graphisme à Londres, début des années 90. Je pense qu'il a le plus, pour moi, influencé le design anglais, Fuel Design, qui aujourd'hui ont une maison d'édition à Londres. Ça c'était le tout premier logo, toute première affiche pour le musée. Vous voyez aussi l'évolution du projet. C'était 2008, 2009. Voilà. Donc beaucoup de travail. Ça, en général, c'est un mauvais moment pour me déranger. Donc j'espère comment est-ce on est dans le temps? Ça commence à 8h, là, 1h15 à peu près, non? Donc j'ai encore 2 petits projets à vous montrer. Si ça se passe bien. Voilà, le dernier projet, l'avant-dernier projet, c'est un projet qui est
qui est peut-être moins complexe en termes éditorial, moins complexe en termes de logistique, moins complexe aussi en termes de production. Mais je trouve que c'est un projet qui est important pour fermer la boucle de cette présentation, qui ramène la lettre au sujet du signe. Donc c'est-à-dire c'est la lettre qui est plus seulement une surface de projection, mais qui est aussi un logo, qui devient une identité en soi. Et ce projet-là, c'est en fait l'identité visuelle pour un festival de cinéma. Et bon, donc premier brief de ce projet, c'est de créer le logo. Et donc on s'est un peu référé à l'identité d'affiches comme ça de cinéma, aussi en regardant des identités de festivals comme inspiration. Je pense que c'est important. Dans tous ces projets, il y a souvent une première initiale qui est inscrite dans l'histoire, qui est inscrite dans un discours graphique. Et on a commencé par travailler 2 thématiques complètement basiques, la séquence et 2 lettres. Le titre de ce festival, c'est Bildrausch, ce qui veut dire en gros le spleen de l'image. Mais vu que c'est de l'allemand, c'est composé. Et c'est un B et un R qui forcément sont très proches l'une de l'autre. Et moi, j'étais intéressé à voir comment elles peuvent se différencier et comment elles peuvent créer une séquence. Donc ça, c'est vraiment du travail daily work. On produit des esquisses. On a travaillé après un certain temps aussi avec l'image pour voir comment l'agencement pouvait se faire, comment les 2 formes créent aussi des hors-champs et des champs de projection. C'est devenu un sujet pendant une partie de la recherche qui était importante. Et finalement, on n'avait jamais vraiment un concept. On a eu beaucoup d'esquisses comme ça qui, bon, on peut dire ça me plaît pas. Et moi, je suis retombé sur le logo de Panavision. Je pense que c'est un des logos qui est vraiment le plus érudit, qui présente simplement plusieurs formats d'images, plusieurs formats de projection. Et on s'est basé sur cette idée-là. Donc on a créé pour la première année du festival, en gros 3 formats d'images pour une série de 3 affiches. Donc là c'est encore la partie où on a essayé ces différents formats pour finalement avoir un format même vertical, un format cinéma horizontal et un format circulaire. Et en se basant sur ce logo Panavision, on a fini par produire cette série d'affiches, que la première série, et du coup qui fonctionnait assez bien. Ça permettait d'avoir plusieurs affiches dans la ville et en même temps d'avoir cette idée du signe très très fort. Voilà, dans différentes applications en ville. La 2e édition, on a gardé ce même logo qui, en lui-même, travaille le champ et le hors-champ, en mettant juste des images de films qui s'appropriaient à être cadrés de cette manière-là. Et la dernière édition, je vais montrer un peu plus de détails. C'est une édition où on a eu un peu plus de moyens. On a travaillé sur l'idée de la séquence. Et dans cette série-là, on va voir qu'on a essayé de mélanger plusieurs films sur la même affiche. Et je pense que c'est peut-être dans la série l'affiche la plus cinématographique. Je sais pas si c'est la plus réussie, mais en tout cas c'est la plus cinématographique. Il y a peut-être un livre pour moi qui était le plus marquant dans fin des années 80, début des années 90, c'est le livre de Robert Frank, avec un texte de Jacques Kerouac au début, où je pense que ce qu'il dit sur le film et sur le façonnage et la recherche du film est absolument central en termes de méthode. Et basé sur cette idée, on a commencé à mélanger différents langages, différents films dans la même surface, en créant des nouvelles compositions, des nouvelles histoires, des nouvelles profondeurs, des nouvelles rapports d'échelle entre les différents films, en mélangeant aussi plusieurs types de couleurs, plusieurs travails sur la texture de la pellicule, texture du film lui-même, pour finalement arriver à un résultat comme ça. Quand on regarde les esquisses en arrière-plan, c'est toujours difficile de savoir si c'est la meilleure, si c'est l'esquisse la plus forte ou le résultat le plus illustrant pour le projet. Voilà. Le dernier projet que je vous présente, c'est un projet que j'ai fini il y a 2 semaines. Donc je vous en fais un peu la publicité en même temps. Ça reste un projet qui est de nouveau d'ordre éditorial, qui travaille avec le texte, qui travaille avec la forme de l'interview.
et ça s'appelle The Day After Reading. C'est un projet que j'ai fait à San Francisco il y a 3 semaines, où j'étais invité à une exposition dans une galerie. Et là, je suis pris au piège, où j'ai décidé de participer. Mais en disant de nouveau à ce commissaire, d'ailleurs un mec extraordinaire, qui a fait une très très belle exposition, mais je lui ai dit, sur le sujet, le titre de l'exposition c'est All Possible Future. Moi j'ai de la peine à prononcer l'anglais, mais c'est tous les futurs possibles, où en gros il demande à des graphistes de présenter les erreurs, les projets qui ne sont pas réalisés. Donc a priori, oui, je pensais bien. Et d'un autre côté, j'étais là, non, je vais pas montrer des choses que j'ai pas pu réaliser. Donc je lui ai proposé de venir sur place et de faire un projet dans la ville de San Francisco. Et on a interviewé 7 personnes différentes, 7 citoyens de San Francisco, de nous parler de la mémoire des news, des nouvelles qu'ils ont lues dans le journal le jour d'avant. Et du coup, ça devient un document sur pas seulement sur la mémoire personnelle de chacune de ces profils, ça devient une étude sur comment les personnes lisent, comment est-ce que je lis, sur quels médias je m'informe et comment je relis ces différents éléments. Et du coup, cette interview propose 2 regards. Un regard qui est d'abord technique, où les questions sont les mêmes pour toutes les protagonistes, et une deuxième partie de l'interview qui est plus basée sur le contexte professionnel de ces personnages. Il y a un professeur à Berkeley qui travaille sur les ordinateurs, sur les robots, et qui crée des robots absolument incroyables, dont un qui s'appelle Telegarden, qui est une espèce de petit robot qui fait pousser des plantes de façon aléatoire dans le jardin. C'est une espèce de tête rotative, comme ça, qui envoie de la lumière et de l'eau selon un script spécifique. Donc des gens assez intéressants. Et une autre femme, par exemple, qui habite à San Francisco depuis plus de 30 ans, donc qui a connu, plus de 40 ans, qui a connu la Beat Generation, qui était amie avec Allen Ginsberg, qui est sorti avec Jack Kerouac. Donc tout à coup, il y a une histoire comme ça sur la liberté de la presse, sur l'édition, City Light Bookstores, qui était le bookstore le plus important aux États-Unis, fin des années 50, début des années 60. Donc ça m'a permis de rentrer dans différents univers, de laisser parler leurs gens, mais toujours les gens toujours en rapport à leur façon de lire, leur rapport de consommer le texte et de fragmenter, d'enregistrer l'information. Et le travail d'un designer éditorial, c'est finalement ça. C'est quelle structure donner à un contenu spécifique. Donc ce journal était produit à la fin des 7 jours d'interview. Donc on avait par journée un interview différent. Donc le matin on se levait, on allait interviewer. L'après-midi l'interview était transcrit. Le soir était mis en page, designé. Et pendant la nuit on voyait l'impression. Et dans la galerie, chaque lendemain, en plus grand, la page du journal était affichée. Donc en gros on pouvait lire toujours le jour d'après les news rappelées du jour d'après, du jour d'avant par la même personne. Donc il y a eu aussi un rapport à la temporalité qui est devenu assez intéressant. Et j'avoue, j'ai pas mis des photos là-dedans parce que j'ai décidé de montrer ça vraiment en dernière minute. Mais à l'ouverture, il y avait 650 personnes. Et je peux dire, il y a 2/3 des visiteurs qui ont lu les 3 premières interviews qui étaient déjà exposées. Et est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un lire dans un opening d'une exposition plus que 1 minute? Non, moi pas. Et là, il y avait en gros 15 personnes et tout le monde voulait savoir comment ce que mon voisin lit et perçoit l'information. Et ça a en gros changé le regard de 180 degrés, de lire au travers les lunettes de quelqu'un d'autre, d'offrir tout à coup une lecture qui est complètement personnelle. Et ça change aussi toute la nature du journalisme. Ça, voilà. Donc c'est un projet que je vais continuer à faire. L'idée, c'est de visiter d'autres villes, parce que c'est en même temps le portrait d'une ville, en amont du portrait des différentes personnes choisies dans cette ville. Voilà. Ça, c'est différentes pages. Après, le layout est pas spectaculaire. C'est pas un exercice de design. C'est un exercice sur le contenu. Voilà, merci. Merci pour la conférence. S'il y a des questions dans la salle, Ludovic est ouvert
et répondre. Vous avez lu? Une première, c'est bien. Oui, moi j'aurais une question très rapide. Je voulais savoir concernant le projet sur l'architecte, si le travail de Cornel Vinlin vous avez influencé dans la manière d'humaniser, donc puisque Cornel a fait un travail similaire mais différent en design industriel. Sur le livre de quels architectes? Je pense à simplement des magazines promotionnels de Vitra sur ces produits où il les a pris en photo ou fait prendre en photo. Je sais pas qui a fait le travail. Oui. Mais on les voit pas de manière clinique comme dans 90% des éditeurs. Et au contraire, on se projette comme consommateur et public dans ces projets, dans ces objets-là, je veux dire. Oui, non, mais c'est un travail qui est fort parce qu'il change tout le langage commercial de cet univers de meubles qui sont toujours des images complètement vides d'âme et ça. La différence de ce travail, je pense, avec Cornel, c'est qu'il propose un regard très spécifique. C'est-à-dire, il y a des photographes, chacun avec sa lumière et sa texture, qui offre un regard. Et cette diversité, tout à coup, crée le travail. Dans mon projet, c'est plus... Alors, il y a aussi une diversité, mais qui est donnée par le fait que c'est une archive qui a 15 ans, que j'y ajoute mon regard. Mais le final, c'est plus de travailler sur le contenu, d'offrir sur l'architecture elle-même différents aspects de lecture, que d'essayer d'humaniser l'architecture. Ça m'intéresse moins. Je veux dire, même si évidemment c'est dans l'idéal, mais ces images, je les avais vues, elles sont quand même absentes de personne. N'empêche qu'elles racontent quelque chose sur l'habitation. D'autres questions ? J'ai une question un peu pragmatique. Je voulais savoir quel était un peu votre quotidien, parce que je vois que vous travaillez beaucoup sur des gros projets où il y a beaucoup de recherche. Est-ce que c'est comme ça tous les jours, ou est-ce que vous avez aussi des plus petits projets que vous montrez pas, mais qui sont aussi intéressants? Ça, c'est une bonne question. Bon, moi, j'ai beaucoup de peine à gérer le temps. Alors, il y a des projets qui sont plus petits, ça c'est évident. Il y a des projets qui sont aussi réguliers. Par exemple, on fait la communication pour un cinéma où chaque mois on produit un magazine. Alors c'est vrai, mais en général, les projets éditoriaux, c'est des projets, la longueur d'un livre d'architecture. Moi, je peux dire, j'en ai fait une dizaine. La moyenne, c'est 1 année. Et le plus long m'a duré genre presque 2 ans et demi. Donc c'est des projets qui sont vraiment sur la durée. C'est la difficulté. S'il y a des projets plus petits, c'est aussi pour soutenir ces projets à longue haleine qui souvent n'ont pas non plus la marge budgétaire pour financer 2 ans de travail. Donc je pense que s'il y a une difficulté ou une gestion du temps par rapport à la réalité économique, c'est bien d'avoir des projets qui sont réguliers. Ça permet de soutenir ces plus grosses productions. Le livre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Après, il y a aussi un regard qui est beaucoup plus commercial ou ça. Ces regards-là, c'est quand même, vous avez compris, c'est une position qui interagit avec le contenu lui-même. Donc, il y a un débat avec le client qui peut durer la plus grande partie de conception que j'ai eu pour un livre, c'était avec Herzog et de Meuron, où ça nous a pris à peu près 8 mois à mettre en place le concept éditorial. 8 mois, avec une séance après l'autre, on discutait. Donc je pense que ça, c'est un aspect qui est... Je sais pas si c'est propre aux architectes, si leur espace temps ou leur espace production, même si la profession est souvent similaire, l'architecte a des mêmes phases de travail, plus de 0 à la fin du budget, plus de temps. Mais finalement, c'est des problématiques qui sont similaires. Donc c'est à la fois intéressant, mais en même temps, c'est au niveau temps plus compliqué à gérer. Pour rebondir sur les architectes,
En fait, comment se passe vraiment le travail avec eux? Parce que c'est est-ce que c'est pas plus compliqué qu'avec d'autres personnes, étant donné qu'ils sont souvent très précis sur les images qui peuvent sortir, qui peuvent se montrer. J'ai l'impression. Ben moi, il y a une réponse assez simple, c'est une question de génération. Donc il y a vraiment une génération d'architectes aujourd'hui qui sont beaucoup plus capables de dissocier la responsabilité. Et il y a une autre génération où c'est plus compliqué. Et moi, j'ai fait les deux expériences où j'ai dû me confronter à des architectes qui m'expliquaient quelle photographie était la bonne et quelle photographie était moins bien. Avec évidemment un regard qui mettait en valeur la maison, alors que moi, je portais un regard qui mettait en valeur la photographie. Et ça, c'est une source de conflit qui arrive, parce que l'architecte veut finalement présenter son bâtiment. Mais je pense que c'est une question de génération. Moi, j'ai fait des projets avec des architectes qui ont mon âge, où la dissociation et la capacité à laisser une responsabilité, une part d'expérimentation est possible. Mais c'est clair, c'est compliqué. L'architecte a souvent l'impression... mais c'est son métier. L'architecte est aussi un layout. Il fait du layout, l'architecte. Il fait du design. Une façade, c'est aussi une partition, c'est aussi une typographie. Enfin, on peut faire des métaphores, mais il y a un lien, forcément. J'ai fait un essai de livre avec Zumthor, et pour lui, c'était évident que chaque image était format carré au milieu de la page. Bon, c'était sa vision du design, où moi j'essayais de lui parler des questions de tension de la page, rapport d'échelle, des choses comme ça l'intéressait moins. Et je dis pas, il sait évidemment très bien ce qu'il fait, c'est pas une critique, mais c'est clair que le regard du coup sur papier est différent. Je pense qu'il y a un aspect, ça c'est l'expérience que j'ai fait avec, je pense, 90% des projets, c'est que l'édition, l'histoire que ça raconte, ça c'est souvent quelque chose qui est absente. De quelle façon j'approche l'architecture, je la raconte. Ce livre pour Buchner Brundtler, là où on commence avec une 10 sur 20 pages, une discussion, où l'architecte est quasiment sur le divan, il se fait analyser par des profils différents. C'est une rentrée dans le sujet qui est complètement différente d'une entrée souvent plus pragmatique, analytique, avec des diagrammes qui se veut beaucoup plus didactique. L'architecte a plus de peine à se projeter dans la fiction. Peut-être qu'il doit gérer tellement de complications avec la réalité et la construction du bâtiment, je ne sais pas. Mais ça, c'est une différence. Et heureusement. D'autres questions? Là, à gauche. J'aurais une question plutôt sur votre posture. On voit que vous vous investissez beaucoup dans même le contenu en fait de vos projets et surtout à travers de la documentation extérieure et tout ça. Alors je me demandais si vous vous considériez plutôt comme graphiste journaliste ou vraiment comme créateur en tant que tel. Alors déjà c'est gonzo journaliste ou gonzo graphiste. C'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui le texte est partie prenante déjà dans les travaux d'étudiants. Tous les travaux que je suis en tant qu'enseignant, le texte est toujours une composante. Quel texte je prends, même si je le prends d'une source externe, quelle valeur je lui donne, comment je l'édite. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui a changé. Je disais l'enseignement du graphisme, même ne serait-ce début des années 90, c'était différent. Le texte, c'est juste une suite de lettres qu'on met dans une grille, qu'on remplit automatiquement. Il n'y a aucun regard sur le format du texte, sur le concept, sur sa tonalité, etc. Donc ça, je pense qu'il y a un changement. Et c'est peut-être c'est une possibilité de donner plus de force aux graphistes, d'avoir ce regard. Alors je ne sais pas si c'est un regard journalistique, mais peut-être ce travail où il y a une partie interview, le dernier travail que je vous ai montré, c'est vrai, je suis assis en face de quelqu'un, je fais une interview. Ça peut créer un malentendu, mais pourquoi pas générer un texte et donner, étant conscient de la forme, je pense que si finalement il y a un gain à faire d'un regard plus journalistique pour un graphiste, c'est la capacité après de donner à ce texte une forme plus appropriée. Et ça, c'est un gain. Alors, je pense
est évident, je pense, qui est aussi nécessaire et qui permet aussi aujourd'hui, il y a tellement de beaux livres aujourd'hui, non? Je veux dire, c'est fou. Il y a aussi un langage graphique comme ça, une aisance avec la fragmentation, la coupure, qui devient assez en sens commun. Donc il y a effectivement une autre approche, ça, c'est clair. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, merci à Ludovic Balland et nous vous invitons pour un apéritif dans le hall d'entrée. Merci.